potes VXL et bienvenue dans l'enregistrement de ce premier épisode en public de Je pensais que j'étais la seule. Je suis particulièrement émue et ravie d'être ici puisque tout l'objectif de Je pensais que j'étais la seule, eh bien, c'est de remettre dans l'espace public et politique la santé des femmes, la parole des femmes, de les soutenir, de nous encourager afin que l'on puisse dire, eh bien, sans honte et sans tabou, ce qui nous arrive dans nos corps et dans notre santé mentale au quotidien. Et ce qui me rend particulièrement émue d'être ici, eh bien, c'est que l'un des organisateurs est Michel Godard, mon coproducteur. Wouh! Merci! Et donc, comme je disais, souvent, la santé des femmes, de nos premières règles jusqu'aux dernières, eh bien, elle reste assez taboue. Et donc, aujourd'hui, on va parler des dernières règles, et plus précisément de la ménopause. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, on va dire les choses, on va dire les choses. Les gens qui ne veulent pas, c'est pas le bon podcast pour elles. Et donc, on va parler de ce moment de transition, de bouleversement qui est encore entouré de flou, d'ignorance et voire même de moquerie. Et moi, je pense qu'il est temps que ça change. Et je pense que des millions de femmes pensent qu'il est temps que ça change. En tout cas, c'est le cas des deux invités qui sont aujourd'hui ici avec moi et devant vous et avec vous. Nassima, bonjour. Nina, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Wouh! On les applaudit. Eh bien, j'ai envie de vous dire, le micro est à vous. Vous pouvez vous présenter en quelques mots. Ah ben voilà, moi je m'appelle Nina, j'ai 53 ans et je suis entrée en ménopause il y a 1 an. Alors moi c'est Nassima, j'ai 54 ans et ça fait 6 ans je pense, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Alors, chaud. Et c'est pas la ménopause. Mais c'est pas la ménopause, justement, j'ai pu gérer les bouffées de chaleur. Mais non, sinon je me sens très bien et très enthousiaste en fait pour ce podcast et d'être ici. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à l'audience aussi pour votre écoute. Merci d'être venue. Nassima, comment on se sent aujourd'hui ? Je me sentais un peu intimidée en fait par le sujet, par le fait d'en parler. Puis c'est la raison pour laquelle je suis venue finalement, pour surmonter pas seulement ma timidité, mais aider les autres, passer le relais. Et puis j'ai été super bien accueillie par beaucoup de gens dans l'audience, donc c'est nickel, je me sens super bien. Oh mon Dieu, super, parfait. On a la meilleure audience et le meilleur public de Bruxelles. Voilà, merci. Nina, on va commencer avec toi. Et j'aimerais avec toi parler de, donc, parce que la ménopause, c'est des stades, c'est des étapes. Et j'aimerais parler avec toi de ce qu'on appelle la périménopause. C'est-à-dire, tu vas nous expliquer ce que c'est peut-être ? Oui, en fait, la périménopause, c'est un terme que j'avais jamais entendu parler avant. Quand moi-même, j'étais en périménopause, si au moins je savais que le terme existait. Mais en fait, ce sont les 7 à 10 ans avant la ménopause. Et la ménopause, c'est le jour, c'est 24 heures en fait, qui symbolise que pendant pendant 1 an, on n'a pas été réglé, en fait. Et donc, la périménopause commence 7 à 10 ans avant. Hein, donc, très souvent, on est en périménopause et on ne se rend pas compte. Et c'était un peu ça mon cas personnel, en fait. D'accord. Et comment est-ce que, voilà, c'est 7 à 10 ans, comment ça s'est passé pour toi ? Pour moi, c'était très compliqué, en fait. À l'époque, donc j'avais 44-45 ans, je travaillais dans l'humanitaire. Donc, j'allais beaucoup au Moyen-Orient, dans les zones de guerre, en Syrie. Je travaillais dans les camps de réfugiés en Jordanie, en Liban. Ici aussi, j'avais ouvert une ONG qui travaillait aussi avec Faits d'Asile et les populations vulnérables, on va dire. Et en fait, je n'ai pas réalisé avec le temps et tous les avions que je prenais... je commençais à perdre mes cheveux, par exemple. Et je me disais, ah oui, non, c'est la fatigue, je dors pas, je mange pas bien, je dors pas bien. Voilà, on justifie, en fait. Et puis... C'est un truc qu'on fait beaucoup, les femmes, non ? Oui. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, on passe beaucoup de temps à justifier et à s'auto-gaslighter aussi. Parce que je pense que le gaslighting du système de soins, mais en fait, déjà, nous-mêmes, on passe beaucoup de temps à faire ça, non ? Ah, tout à fait, non, tout à fait. Et puis, on cherche des solutions. Hein. Donc, on achète des produits très chers et plein de shampoings et des traitements. Et on va chez le docteur et il dit, bah oui, c'est normal, ça arrive. Voilà, et en fait... mais bon, j'avais aucune idée, j'ai pas fait le lien parce que je ne savais même pas que la périménopause existait. Pour moi, la ménopause, c'était les bouffées de chaleur. C'est tout. Et pendant tous mes voyages, j'ai réalisé aussi petit à petit que je commençais à devenir très sensible, en fait. Donc, quand je revenais sur Bruxelles et je regardais un film,
tout d'un coup, je commençais à avoir des larmes. Et mon conjoint me regardait, il me dit, mais qu'est-ce que t'as, quoi, je veux dire. Et c'était pas souvent, je veux dire, c'était pas que des larmes de tristesse. Même quand il y avait une scène joyeuse, je pleurais. C'est ça. Et je me suis dit, c'est pas moi, parce que je suis pas quelqu'un comme ça qui pleure facilement, auparavant. Et alors, bien sûr, on en discutait. Il me dit, mais parce que tu travailles avec des réfugiés, parce que tu es tout le temps face aux histoires tellement tristes avec des gens qui ont perdu tellement que ça te touche et tu dois arrêter de travailler. Parce que c'est pas le genre de target audience qui te convient. C'est pas la cible qui te convient, en fait. Ouais. Et moi aussi, je me justifie en disant, non, c'est ma passion, je veux aider, je suis dans l'humanitaire. Mais c'est seulement maintenant, avec le recul, en fait, que je réalise que, mon Dieu, cette sensibilité, ça ne m'appartenait pas, mais elle a commencé à être très présente dans ma vie, en fait. Elle était hormonale. Elle était hormonale, ou peut-être un mélange des deux, on ne sait pas. Ouais. Mais c'est vrai que je ne me reconnaissais plus, en fait. C'est surtout ça. En termes de gestion d'émotions. Et puis, une troisième chose qui m'a aussi beaucoup frappée, et que j'ai beaucoup souffert par la suite, c'était mon système immunitaire, en fait. Okay. J'ai commencé à tomber malade tout le temps. Donc, chaque fois que j'étais en Jordanie, Liban, je revenais avec une grosse bronchite. J'avais 3-4 semaines d'antibiotiques et puis la machine pour respirer. Et dès que j'allais mieux, je retournais là-bas. Et je revenais malade. Et je continuais. Et encore une fois, je justifiais par « Ah oui, il y a de la poussière. Il y a de la poussière en Jordanie, il y a de la poussière au Liban. On n'est pas dans des environnements de luxe là-bas. On est dans les voilà, on est vraiment dans les villages, on est dans les terrains, quand même des environnements assez difficiles. Et donc, je justifiais toujours tout ça. Et en fait, j'étais au point où... voilà, je suis allée voir plein de docteurs différents pour mon immunité. Et ils ont dit, ben non, tant pis, tu ne dois plus aller dans des lieux publics, tu ne peux plus aller dans le métro, tu ne peux plus aller dans les concerts et dans des endroits où il y a beaucoup de gens, parce que du coup, ben, je suis exposée à plusieurs virus différents. Et voilà, et en fait, nulle part, et à aucun moment, il y a un docteur qui m'a dit, tiens, quel âge as-tu ? Comment vont tes règles? Est-ce que tu as déjà fait un test hormonal ou est-ce que tu es allé voir ton gynéco? En fait, il n'y a jamais eu de lien. Qui a été... oui. Chaque symptôme a été pris individuellement. Et entre-temps, ben voilà, je veux dire, j'ai vécu la périménopause très mal, sans savoir que c'était ça. Et maintenant que je me concentre plus professionnellement pour aider les femmes dans cette période-là, maintenant... avec le recul, je réalise, mon Dieu, et même les docteurs, en fait, même les gynécos ne disent rien. Même les gynécos ne disent rien. Même les gynécos que j'allais régulièrement, jamais, pas une fois, il m'a dit, tiens, t'as 45 ans, t'as 46 ans, t'as 47 ans. Viens, on va regarder tes niveaux. Tu entres dans une période, tu vois. Donc, j'avais de temps en temps des règles irrégulières, et ça, c'est un des symptômes, on va dire, les plus flagrants. Mais tous les autres, il y a plus de 100 symptômes dans la périménopause, et la plupart sont très, très subtils. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte. On dort mal, on va blâmer autre chose. On perd les cheveux, bah, ça doit être la nutrition. On prend du poids, ah oui, mais c'est parce que nani, nana. Donc, en fait, il y a beaucoup de... Même la sensibilité, tu vois, on ne va jamais faire ce lien. C'est très subtil, en fait. C'est pas comme ça arrive du jour au lendemain, c'est... petit à petit, comme ça. Moi, j'aime bien cette sensibilité. C'est des choses où on n'en parle jamais, en fait. Mais finalement, c'est une petite phrase, et tout à coup, on se met à pleurer, on se dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Oh, Nassima, raconte-nous pour toi comment c'était. D'abord, j'aimerais juste revenir sur plusieurs choses que Nina a dites et que je trouve qui sont extrêmement intéressantes, et tout est intéressant, forcément, mais qui sont très révélatrices. Donc, toi, tu travailles beaucoup dans ce qu'on appelle, depuis l'Europe, le Moyen-Orient. Et toi, tu te dis, quand tu as ces problèmes immunitaires, ça doit être la poussière. Bon, la poussière, ça fait quand même un moment qu'elle est là, quoi. Mais c'est ce côté auto-justification, tu vois, que je trouve absolument incroyable. Et on est tout... Allez, je ne vais pas parler pour les autres, mais en tout cas, je sais que moi aussi, je suis coupable de ça. Quand j'ai eu ma maladie et mon système immunitaire, je pensais que moi, j'ai blâmé la Belgique les avions et la climatisation. J'étais comme, parce qu'il y a trop de clim. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'en Pologne, en plein hiver, enfin en plein mois de novembre, on met la clim dans les hôtels, tu vois, j'étais comme... Ça doit être à cause de ça que je suis malade. Et en fait, non, le jour où tu sors plus de ton lit, tu te dis non, c'est pas la clim et c'est clairement pas la météo de Bruxelles. C'est qu'il se passe un truc. C'est ça le truc, c'est que quand tu ne sais pas qu'il y a un déséquilibre hormonal et qu'il peut avoir des conséquences à tel niveau, tu ne sais. En fait, c'est de l'ignorance parce qu'on ne sait pas. Donc c'est normal que le cerveau ne fait pas le lien. Maintenant, de plus en plus, on en parle.
sur la ménopause, sur les symptômes. Et encore, ça reste encore. Oui. On est au début, on va dire. On est au début. C'est pour ça qu'on est là en fait, on ne fait pas le lien, parce que pour te dire que même les docteurs ne font pas le lien. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est assez effrayant. Et moi, ce que je retiens aussi dans ton parcours, et j'en parle assez souvent dans le podcast, c'est cette curiosité intellectuelle, en fait, qu'on devrait attendre de n'importe quelle personne qui se dit professionnelle. Voilà. Moi, normalement, dans les épisodes, je suis un petit peu plus mesurée. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je le dis. Elle est déchaînée. Aujourd'hui, tu as un travail, bon Dieu. Tu fais des études, n'est-ce pas ? Quelqu'un vient te voir avec des symptômes qui paraissent décousus. Est-ce qu'à un moment, tu te dis pas, bon, on va prendre un petit peu de recul, on va regarder ça de façon un peu méta, et voilà, et faire preuve de cette curiosité intellectuelle, ou faire preuve de cette intégrité intellectuelle, et de dire, bah, en fait, je sais pas, mais vas-y, viens, on va découvrir regarder ensemble. Parenthèse refermée. Tu sais que je suis même allée à Anvers, à l'Institut tropical... Institut tropical des maladies tropicales, parce que en fait, aucun docteur ne trouvait pourquoi mon immunité chutait, en fait. C'est ça. Et même là, ils m'ont dit, ils ont fait tous les tests, ils disent, écoutez, on trouve rien, donc par défaut, vous avez chronic fatigue syndrome, le syndrome de la fatigue chronique. Je dis pardon. Par défaut. En fait, c'est par défaut. Maintenant, on fait c'est par défaut. D'accord. On a étudié 10 ans pour faire par défaut. Et voilà. Et maintenant que je suis, bien sûr, plus dans ce sujet, j'interviewe aussi les docteurs et je réalise que dans leur curriculum de médecine, la ménopause, c'est qu'un tout petit chapitre, en fait. Oui, c'est pas le corps de l'homme. Et donc, quelque part, c'est pas de leur faute, mais je veux dire, quelque part, ils représentent quand même le corps médical. Donc, en fait, il y a un souci. C'est pas de ta faute, mais en même temps, quand la moitié de la population mondiale sont des femmes et que tu étudies pas la ménopause, parce que toutes les femmes, on va pas toutes devenir mères. On a toutes, voilà. Par contre, on va toutes passer par la ménopause. Voilà. Donc, à un moment, une fois de plus, c'est ton métier, tu es professionnel, non ? Donc, tu te renseignes, tu progresses, mais ce sera pour un autre épisode. Nassima, comment ça va ? Moi, je vais très bien. Je vais rebondir sur ce que tu dis avec donc, le parcours de soins. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est connus. C'était, je voulais juste que les gens sachent qu'il y a un parcours qui peut être très, très compliqué. Donc, pour ma part, en fait, je me reconnais beaucoup, mais pas les allergies, mais en tout cas, je ne savais pas ce que j'avais, ça c'est clair. J'étais très fatiguée, j'avais une vie à 200 à l'heure au boulot, pas du tout dans l'humanitaire. Monde corporate, un monde assez traditionnel, je dirais. Donc, c'est certainement pas là que j'allais commencer à parler de ça. Mais par contre, la première personne à qui vous avez confiance, c'est votre généraliste. Ensuite, je vais voir un gynécologue. Et c'est à partir de... Moi, je pense qu'on a fait une fois, pour ce qui est les hormones, périménopause, jamais entendu parler, jusqu'à ce que je sois ménopausée. Ah oui. Et puis, ça a été posé, ménopause, et basta. J'ai eu une prescription, je suis repartie. Et puis, les symptômes devenaient véritablement handicapants. Et à côté de ça, vous avez une vie à mener. Et donc, c'est là où... C'est pas tant, tu as utilisé le terme pour... trouver, voilà, curiosité, mais d'aller chercher au-delà de juste, elle est fatiguée, peut-être, j'ai aussi fait les voyages en Inde, et c'est vrai que j'ai failli aller voir, j'étais fatiguée, j'étais stressée, généraliste va venir avec, le stress vient toujours, hein, mesdames, donc mais ça c'est le stress. Je suis repartie de là avec une prescription du Xanax, heureusement j'ai appelé ma sœur, stress, oui. Après ça, effectivement, mais j'ai gardé les prescriptions. Je les ai gardées, je n'ai pas utilisé. Et puis, le sommeil a été le déclencheur pour moi, de commencer, non pas à utiliser le Xanax, mais le sommeil, le fait de perdre le sommeil pendant, je pense que j'ai tenu 8 mois. Donc, j'étais sincèrement, une épave. Et en fait, j'aurais pu savoir dès le départ combiner l'approche traditionnelle et une approche plus... non traditionnelle, avec des plantes, mais avoir la possibilité et puis mesurer le risque de la prise des hormones et le fait amener un complément, mais plus naturel. Et j'ai pas eu tout ça. Et en fait, les rendez-vous continuaient. Puis j'ai pris le risque parce qu'en fait, il y a que vous. Personne ne peut vous... On va vous dire les risques pour les hormones X, Y, Z. Si la personne croit en cette thérapie,
il ne va pas vous donner les avis négatifs. Ou en tout cas, il va les shut down. Je vais juste interrompre ici. Donc, et en effet, pour tout ce qui est la ménopause, la périménopause, il existe un traitement classique, on va dire, et qui est ce qu'on appelle le traitement de remplacement hormonal pour remplacer les œstrogènes, puisque la ménopause, la périménopause, on commence un peu à avoir les hormones qui commencent à disparaître, on va dire, et notamment l'œstrogène. Et donc, il y a cette thérapie avec des hormones qui permet de remplacer en fait ce que les ovaires normalement devraient produire. Et donc souvent les symptômes ils sont dus à ça, au fait que les ovaires commencent à dire c'est bon, moi ciao, j'ai fait mon travail. Ciao les filles, moi j'ai fait le travail. T'as eu tes enfants, t'as pas eu tes enfants, c'est pas mon problème. Mais moi maintenant je fais une pause. Et avant que puisqu'on a quand même besoin de ces hormones pour vivre, donc œstrogène, progestérone et un petit peu de testostérone. Et donc, il y a des petites glandes au-dessus des reins qui vont prendre le relais des ovaires, mais pour que le projet arrive à complétion, on va dire, ça prend quand même pas mal d'années, puisque en moyenne, on a nos règles quand on a 50 ans. En moyenne, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on a nos règles, donc il faut quand même que ça se fasse. Et en même temps que ça arrive, le cerveau aussi doit compenser. Donc, en vrai, on est en train de vivre la recomposition de tout notre corps. Et c'est quand même pas rien. Non. Et donc, cette thérapie hormonale, eh bien, elle aide un petit peu, c'est un peu comme la pilule, on va dire, mais inversée. Elle aide un petit peu à aplanir les symptômes. Et une des choses qui fait peur aux femmes, ou en tout cas, on voit dans les études qui fait que les médecins ont un peu de mal à la prescrire, effectivement, c'est le risque de cancer, et notamment de cancer du sein pour les femmes. Voilà. Mais pas que le cancer du sein, maintenant. Il y a aussi l'Alzheimer. Oui, voilà. Mais ça dépend du... On vous donne une liste, vous pouvez choisir. C'est vrai. 140. Vous choisissez, puis vous prenez le risque de toute façon. Ça dépend de la génétique. Mais aussi, le remplacement d'hormones, il faut aussi savoir que ça ne règle pas tout. Ça aide. Ça aide. Certaines personnes, effectivement, ça ne règle pas tout. Dans mon cas, ça a pas mal aidé. Mais ce qui n'a pas aidé, par contre, c'est... on vous parle de tous les effets négatifs. Et sincèrement, choisissez le vôtre. Mais j'ai eu un épisode, malheureusement, où j'ai fini aux urgences, que ce soit le gynéco, le neurologue. Personne n'a pu trouver pourquoi j'avais eu ce souci-là. Et personne n'a pu me dire, est-ce que ça vient effectivement des hormones? On l'a dit à demi-mot. Donc, j'ai arrêté pendant un temps. Tous les problèmes avant, évidemment. J'adore quand on dit bouffée de chaleur. For God's sake, c'est pas des bouffées de chaleur. On vous arrache ce que vous avez à l'intérieur et boum, on vous le remet dedans. Et vous avez ça 5-6 fois par nuit. Vous devez vous lever, laver, changer. Enfin, c'est horrible. Donc, c'est pas bouffée de chaleur. Faut changer la terminologie. C'est un euphémisme, c'est voilà. ça. Donc, on se retrouve, en fait, finalement, à prendre de nouveau le choix. Et là, c'était vraiment un problème conséquent. Mais vous devez prendre le choix toute seule. Il n'y a personne va... Donc, je retourne chez mon généraliste et elle me dit, mais enfin, c'est bien de l'arrêter. De toute façon, ce n'est pas une maladie. Non. En fait, il faut bien vous dire que la plupart des médecins vont peut-être vous dire ça, ce n'est pas une maladie. Ce qui est peut-être vrai, c'est l'évolution naturelle du corps d'une femme. On ne nous l'a pas appris, mais c'est l'évolution naturelle du corps. Alors, il faut passer au-delà. Il ne faut pas s'agripper sur ce terme. Il faut ouvrir le dialogue. Et quand tu parlais de l'errance médicale, moi, je dis, finalement, j'ai connu plein de spécialistes qui m'ont, à chacun à leur niveau, m'ont conforté dans l'idée, pour moi, en tout cas, ce qui a commencé, et j'ai commencé à aller mieux, c'est de trouver un docteur avec qui je peux discuter. Et ça, c'est devenu mon copilote. Moi, je l'appelle comme ça. Mais il faut se créer son propre cercle. Et puis, vous parlez des pour et des contre de ce que votre expérience, pas les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais partager, parce qu'on est différentes. Et c'est ce qu'on nous resserre d'ailleurs. Oui, mais un cas n'est pas un autre. Et cette problématique-là, en l'occurrence, vous avez 10 000 différentes réactions chez les femmes. Oui, bon, on peut la restreindre avec les bouffées de chaleur, les machins, mais effectivement, les femmes ne le vivent pas de la même manière. Et donc, moi, j'ai... Ce parcours ou cette errance, comme tu dis, médicale, ça a été plutôt une construction. Mais j'avoue, jusqu'à l'année dernière, je ne comprenais toujours pas la ménopause. Quand même. Et la périménopause, je ne l'ai pas entendue pendant tout ce cheminant. Ça fait 6 ans. Je suis plus à l'aise maintenant parce que j'ai pu connecter avec des femmes qui sont passées par là. J'ai pu, comme je vous dis, j'ai vraiment ce copilote qui est le généraliste. Et si vous n'êtes pas content de votre généraliste, ce n'est pas très grave, il faut en changer. Mais croyez-moi, il y a des professionnels de santé qui sont là aussi à
l'écoute. Ancienne génération, ça n'a pas d'importance, c'est la personne en tant que telle. Et une fois que vous avez ce copilote, après vous devez... Et c'est là où on dit, mais on nous a saucissonné, la gynécologie est censée s'occuper de la ménopause. What the heck, non. Parce qu'en fait, ça vous change complètement. Ça part de là-haut jusqu'à vos pieds. Et je dis jusqu'aux pieds. Dernièrement, j'étais super motivée. J'ai trouvé un centre spécialisé en ménopause. Je me dis, oh, c'est fini d'aller trouver les rendez-vous soi-même. J'arrive, mais vraiment super enthousiaste. Je vois la gynéco, super gentille, tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien d'autre qui est fait. Et puis on me dit, il faudrait voir un rhumatologue. Mais c'est à vous à trouver le rhumatologue. Et pourquoi je dois voir un rhumatologue? Je n'ai pas de réponse. Donc, c'est un peu frustrant, mais oui, on nous saucissonne quelque part. Et nous, on a juste envie de se retrouver en une seule personne. Parce qu'au fur et à mesure, on se perd un peu dans le chemin. On se dit, mais est-ce que c'est moi? Elle a parlé de voir quelque chose d'heureux, mais elle pleure. Moi, je me rappelle d'un épisode, mon frère me dit une petite phrase. C'est quelqu'un d'hyper bienveillant. Et je suis en voiture et je pleure. Et je dis, non, je m'excuse, je crois que c'est la ménopause. Mais oui, parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non. En fait, c'est vraiment ça. Vous vous décomposez. On a juste qu'une envie, c'est de se retrouver, en fait. Et si on vous pousse à aller voir X, Y, Z, OK, chacun va apporter une petite solution. Mais si on pouvait avoir un centre qui nous aiderait à naviguer, parce que c'est ça, il faut juste passer, comprenons-nous bien, hein. Il faut 7 à 10 ans. 7 à 10 ans, d'ailleurs, vous devez en parler. Il faut les naviguer. Oui, mais voilà, mais naviguer, mais imaginez, vous êtes dans une tempête et ça tangue, préparez-vous, mettez les gilets de sauvetage. Je suis contente de connaître des gens comme Nina, par exemple, parce que ça vous prépare, vous savez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté aussi ce podcast, parce qu'il faut préparer les gens. Vous êtes bien préparés, vous êtes bien armés, l'estomac, mesdames. L'estomac accroché, c'est pas des bouffées de chaleur. Moi, c'est vraiment ce qui me reste. Vous êtes bien armés et en fait, finalement, vous arrivez, parce qu'on parle du milieu professionnel aussi. Je vivais à 200 à l'heure, j'étais monde corporate. C'est pas, on vous laisse pas, ah oui, mais faites votre ménopause, revenez après. Non, vous devez performer autant que ces messieurs. No offense, messieurs, hein, pas de souci. Mais il faut continuer à performer, mais vous ne vous reconnaissez pas, vous oubliez, vous avez des to-do list, enfin... Donc, qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Il faut donner le change. Et si on était mieux préparé, moi, je ne serais pas passée par aller à des boards où je n'entendais même plus, qu'on me disait tellement que vous êtes fatigué. Si j'avais été préparée, et c'est ce que j'espère via ces podcasts, via d'autres interventions, les filles soient préparées, qu'elles arrivent et qu'elles performent aussi bien qu'un homme, finalement, parce qu'elles sont ready to go. Mais alors moi, ma question, c'est, premièrement, j'ai un peu plus d'ambition dans la vie, et une fois de plus, hein, désolée, que de performer comme un homme. C'est pas ça mon ambition de vie. C'est bien dit, c'est bien dit. J'ai un peu plus d'ambition que ça, parce que réchauffement climatique, planète qui est en train de crever, c'est de la performance masculine. Allez, je vais pas dire masculiniste, mais... Voilà, donc non, j'ai un peu plus d'ambition que ça dans la vie. Par contre, ce que je trouve très intéressant, enfin, tout est intéressant, hein, attention, mais là où j'aimerais sur lequel j'aimerais revenir, c'est justement dans le monde du travail et le fait de pouvoir préparer ou pas les employeurs, de pouvoir en parler ou pas. Parce que là, dernièrement, encore en France et en Grande-Bretagne et au Canada, des statistiques, généralement je ne donne pas de statistiques, mais aujourd'hui c'est un épisode spécial, mais quand on voit que en Grande-Bretagne, 10% des femmes qui ont la ménopause ont décidé de quitter le milieu du travail. Et une fois de plus, c'est une question de santé qui fait que quand on est une femme, l'une des premières choses qui fout le camp, quand un problème de santé se pose, qu'on soit patiente, qu'on soit aidante, c'est quand même notre capacité à gagner notre vie et à pouvoir être indépendante et autonome, une fois de plus, dans un monde qui est patriarcal, ce qui est quand même assez important. Et donc, vous... Par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, il y a des choses que vous pensez qui pourraient être intéressantes de mettre en place ou des choses que vous auriez aimé qu'on mette en place? Si je peux... Bien sûr, de mon côté, je pense que premièrement, avoir plus d'informations. Ouais. Donc déjà ça, je pense que on est déjà en bonne voie.
Alors, actuellement, c'est vrai que moi, je donne déjà aussi des programmes de ménopause au travail dans certaines entreprises. Et chaque fois que j'y vais, je les félicite d'être proactifs dans le domaine. Mais oui. Alors, il y en a une qui m'a dit oui, mais tu vas donner ta formation sur la ménopause au travail, mais après, nous, on ne va pas offrir trop de flexibilité aux employés. On ne va pas offrir des solutions, mais au moins, on augmente la prise de conscience. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est quand même un premier... C'est un premier... Et il faut commencer quelque part. Donc, je pense qu'en Belgique, surtout, bon, voilà, moi, j'ai eu l'occasion, et j'ai aussi une collègue qui donne aussi des formations en entreprise sur la ménopause, et maintenant, je dois le faire sur la santé des hommes, donc ça, c'est un autre challenge. Mais je pense que c'est pas une majorité. Donc, on est encore au tout début de la prise de conscience au niveau RH, pour se dire, ah tiens, c'est important, parce que voilà, une femme qui a 40 ans, elle est déjà en périménopause. 45 ans, 50, souvent elles ont des postes à très haute responsabilité, elles ont des enfants, elles ont des parents aussi qu'elles doivent s'en occuper, hein, donc elles sont plus la maison, plus le couple, plus le quotidien. Mais c'est ça, et tu te dis comment, c'était quand même un miracle qu'il y ait des femmes de plus de 60 ans dans ce monde. Mais c'est incroyable, mais en plus, non seulement ça, c'est qu'on a besoin d'un corps de 20 ans et c'est le contraire en fait. Mais c'est ça. Donc c'est justement quand le corps, on a besoin de tout le soutien du corps et de l'énergie, et on ne l'a pas, parce qu'il va contre nous. Et donc, parce qu'il est occupé à faire son truc, quoi. Mais voilà, non, mais lui, il est en chaos total, il ne comprend pas, il a moins d'hormones quand il a fonctionné avec des hormones pendant 30-35 ans. Et donc, justement, si les entreprises mettaient en place plus de flexibilité pour cette tranche d'âge, parce qu'elle est quand même de 40-45 ans à, on va dire, 55-57 ans, jusqu'au moment où le corps commence à s'habituer, ça aide les femmes, en fait. Parce que c'est pas qu'elles deviennent pas bêtes. Si on a des trous de mémoire... Non, mais c'est con à dire, mais si on a des trous de mémoire, ça ne veut pas dire qu'on est bête, tout d'un coup. C'est tout d'un coup, il y a un blanc. Il y a un blanc. Le cerveau doit se remettre... Le cerveau, il doit se réhabituer parce que l'œstrogène nourrit aussi le cerveau comme neurotransmetteur. Oui. Tout d'un coup, il ne reçoit plus. Donc, en fait, c'est éduquer. Et l'éducation en entreprise, pour moi, c'est vraiment du long terme. Parce que les jeunes générations sont ouvertes, les générations plus âgées masculines sont moins ouvertes. Et du coup, il y a des gens qui n'osent pas. Moi, j'ai des clientes, elles n'osent pas parler à leurs supérieurs en disant, écoute, cette semaine, vraiment, je passe une très mauvaise phase. Est-ce que je peux travailler de la maison toute cette semaine? Elles n'osent même pas demander ça. Tout à fait. Parce que la mentalité des senior managers et comités de direction, etc., c'est un peu plus traditionnel. Lorsque le patriarcat rencontre sa meilleure amie capitalisme, c'est les femmes qui trinquent. Voilà. Tout le monde trinque, mais les femmes particulièrement. Voilà. On a un peu ça plus aussi que je voulais dire. Nassima, tu voulais rebondir? Non, parce que je voulais juste dire capitaliste. Enfin, je suis un peu moins. Moi, je me dis juste que ce qui va servir, c'est à éduquer les générations qui suivent. Les générations existantes, j'ai eu la chance de collaborer énormément avec les pays scandinaves. Et là, très sincèrement, la parole est beaucoup plus ouverte que, je dirais, le milieu français ou belge, que je connais encore très, très peu. Donc, oui, éduquer les générations qui suivent, ceux qui sont actuellement bien faire en sorte des interventions comme celle de Nina ou les podcasts, ça leur permet aussi de réaliser, parce qu'ils ont tous finalement une femme dans leur entourage, avec le minimum, ce serait leur mère. Donc, ils sont capables de comprendre. Je suis beaucoup moins dans l'approche où il faudrait... mesdames, il faudrait créer quelque chose de spécial. En fait, c'est un événement qui fait partie de la vie, donc qui fait partie d'une organisation, puisque les femmes travaillent pour cette organisation, mais je ne suis pas partisan de par exemple, donner des vacances. Non, c'est juste éduquer les gens pour que les gens puissent prendre soin d'eux avant, être préparés et avoir cette flexibilité. Voilà, cette flexibilité. Mais ça ne veut pas dire préparer quelque chose, parce qu'on va arriver à des sociétés où on va s'opposer un peu avec nos petites différences les unes les autres. Je préfère plutôt qu'on aille tous ensemble et qu'on passe les étapes ensemble. Et puis, à un moment où moi, par exemple, dans mon cas, j'avais des oublis, effectivement. Et puis, je disais, oui, mais attends, il va falloir que... Et finalement, on en parle, on fait une to-do list, je l'ai encore ici, et on arrive à passer. C'est pas avec une femme que j'en ai parlé, dans le cadre du boulot, c'était avec un homme. Donc, c'est plutôt dans... Moi, j'ai plutôt envie de dire, on ne crée pas une catégorie différente, on se met ensemble.
pour rebondir, performer comme un homme, parce qu'il fallait bien que je trouve une comparaison. Mais vas-y. Et donc, voilà. Et donc, je me dis, en fait, qu'on soit tous... moi, je suis pour la méritocratie, à armes égales quelque part, voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, j'ai tellement de choses à raconter sur la méritocratie aussi. Bref, ça ouvre un autre thème. On va en faire un autre. On va faire un autre podcast sur tous les mensonges de la politique. Bref, tous les mensonges de la politique. La méritocratie. En tout cas, merci beaucoup. À ce moment du podcast en public, j'aimerais savoir si dans la salle, il y a des questions, des commentaires, des... je ne sais pas, des waouh, je ne savais pas, je suis complètement choquée. Et si, sur la santé des femmes, je tiens à dire que déjà, toute personne qui n'écoute pas ce podcast, pour moi, c'est problématique. Parce que toutes les personnes présentes ici aujourd'hui sont le produit de la santé d'une femme. Ah bah tout à fait. Oui. Donc, rien que pour ça, tout le monde doit écouter le podcast. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je suis un peu triste parce que ma maman n'est pas là alors qu'elle est censée être là, elle est quelque part dans Bruxelles et elle serait très heureuse de vous écouter parce que j'ai beaucoup reconnu ma mère dans ce que vous avez dit, surtout la sensibilité par exemple. Je trouve pas que ce soit un problème disons que sur les questions des femmes, je trouve que c'est encore une question de plus, c'est pas tant une question de femmes que ça concerne toute la société et je pense que les hommes mériteraient beaucoup d'écouter cet épisode aussi. Pour comprendre ce que... alors moi, je vais traverser dans le futur probablement, parce qu'en fait, je me rendais même pas compte de l'ampleur en termes d'années, 7 à 10 ans, ça me paraît énorme, etc. Vous avez un petit peu déjà répondu à la question que j'avais, c'est-à-dire, moi, je viens d'une génération, j'ai la trentaine, où c'est OK maintenant de parler... ça dépend des milieux, j'imagine, mais c'est OK de parler de quand on a nos règles et au travail, de dire, bon, là, c'est une journée où je peux pas, en fait. Et du coup, je me posais la question, dans quelle mesure est-ce que vous avez vu depuis les dernières années que maintenant la discussion s'ouvre? Parce que périménopause, je connaissais, ménopause aussi bien sûr, mais pas dans cette ampleur. Dans quelle mesure est-ce que c'est OK de dire, là c'est une journée, là j'ai je sais pas, un symptôme, ou là aujourd'hui c'est une journée sans, et c'est lié à ma condition, là aujourd'hui j'ai besoin de flexibilité. À quel point la parole elle est ouverte dans le milieu du travail, ou même ailleurs, hein, je sais pas, peut-être dans la famille, de dire là c'est un jour sans, et cette question de la honte autour de la question de la ménopause, parce que je trouve que ma génération, on s'est un peu débarrassé de la honte autour du thème des règles. Rien que le fait qu'on en parle très librement aujourd'hui, pour moi, c'est un grand changement par rapport à quand moi j'ai commencé à avoir eu mes règles. Et est-ce que c'est la même chose avec le thème de la ménopause? Merci pour cette question. Nina, Nassima? Je vais peut-être laisser Nina là-dessus. Ah ok, oui, j'allais dire, ça dépend de beaucoup de choses. Je veux dire, il y a des personnes déjà qui sont plus extraverties, donc qui sont déjà elles-mêmes à l'aise. Les autres qui sont timides elles ont moins difficile à parler. Pardon. Et deuxièmement, ça dépend aussi de la relation avec les collègues, en fait. Donc il y en a qui parlent très très ouvertement en disant, écoute, oh là là, moi j'ai besoin de m'asseoir à côté d'une fenêtre aujourd'hui. Il faut absolument que j'amène un ventilo aujourd'hui parce que franchement, je transpire tout le temps. Il y en a qui sont très à l'aise et en fait, le plus elles sont à l'aise, le plus elles brisent le tabou et du coup, elles mettent les autres à l'aise, en fait. Donc, il n'y a pas une réponse, mais je veux dire, ça dépend vraiment, beaucoup des relations qu'on a, de l'ambiance au travail, du bagage génétique aussi qu'on a, de l'éducation, des traditions aussi qu'on a culturellement. Donc voilà, mais je pense qu'avec tout ce que je vois dans les entreprises, ça s'ouvre. Et quand moi quand je donne les formations, je dis toujours aux entreprises, je ne fais pas cette formation pour les femmes. C'est pour tout le monde. C'est pour les hommes, les femmes et les managers, et les senior managers surtout, parce que c'est chez eux que les employés vont aller pour dire, écoutez, vraiment, j'ai une semaine difficile, je ne dors pas la nuit, est-ce que ça vous dérange que je travaille de la maison à des horaires différents? C'est les senior managers, si eux savent, si eux sont conscientisés, et donc ils comprennent, il y a un peu de compassion, il y a un peu de compréhension, il y a un peu d'empathie et d'écoute, alors les employés vont se sentir de plus en plus à l'aise, en fait. Donc c'est un chemin, je dirais, c'est un chemin. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Voilà. Mais le mouvement, il est lancé, et j'espère pour toi que 30 ans, donc dans encore une bonne dizaine d'années, j'espère, que en fait, finalement, tu arriveras au moment où la ménopause, c'est exactement comme tu viens de dire, les règles. En Espagne, je pense qu'il y a même des jours. En Espagne, je pense qu'il y a, c'est voté, il y a des jours. En Espagne, c'est voté, ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà, où tu n'auras pas. Mais pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire et pour avoir vécu ça au sein du travail, la solution, elle est développe un relationnel en interne
parce que je n'ai pas encore entendu, en tout cas autour de moi, quelqu'un qui va dire « Oh non, si tu as développé ce relationnel ». Et puis après, ça passe. Mais voilà, je souhaite que le mouvement, fait en sorte que toi, voilà, tu arrives et tu en parles comme les règles. Merci de faire ce travail pour moi, du coup. Ah ben pas de souci, non, mais c'est devenu ma nouvelle passion. On contribue. Moi, je dis toujours, ce sont les femmes qui aident les femmes. Une autre question. Je suis extrêmement fière, sur une note personnelle, de dire que dans l'assistance aujourd'hui, il y a ma maman d'adoption, ma maman Mimi, et qui vient de prendre le micro pour poser une question. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi grâce à elle que ce podcast existe, grâce à son soutien et grâce à tout l'amour qu'elle me donne, et grâce à la façon dont elle m'a littéralement ramenée à la vie après 4 années difficiles. Magnifique. Maman, bravo. Magnifique. Bravo, maman. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une expérience de vie. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise de soins, je ne veux pas la nommer, où nous avions tous le même âge quand on a commencé, il y a de ça plus de 40 ans. Et nous avons toutes, et c'est un milieu typiquement féminin, et donc nous avons toutes évolué vers l'âge de 40 ans, 50 ans, avec des plus jeunes qui se sont mis par après dans l'entreprise. Mais on voit la transformation physique de toutes les femmes qui sont là. C'est-à-dire qu'on perd la taille, on prend du poids, et puis on fait semblant de rien, on a un petit éventail, et puis on enlève le pull, et puis qu'on remet, et puis on ouvre la fenêtre parce qu'on a trop chaud, et puis on la referme 5 minutes après. Et au fil des années, voilà, les jeunes sont arrivés et il y a un dilemme, c'est-à-dire on ouvre les fenêtres parce que nous avons chaud et les petites jeunes qui sont toutes minces, toutes frêles, elles ont froid. Et donc quand on est dans une pièce comme ça, on parvient à en rigoler, et là, je pense que les langues se délient en disant, bon, ça y est, tu rentres en ménopause, et c'est surtout les coups de chaleur, hein, effectivement. Le restant des autres symptômes, on ne les cite pas. On parle souvent de problématiques dans le sommeil, c'est-à-dire on rentre dans le lit, on a froid, on est avec des chaussettes, des surpulls, et au fil de la nuit, on enlève tout, et voilà, c'est le compagnon qui reçoit tout sur lui. C'est lui qui a chaud après. Mais bon, voilà. Donc, je pense que quand on est dans des milieux typiquement féminins, on en parlera beaucoup plus facilement. Bon, s'il y a des hommes qui sont là, ils se font parfois discrets, ils sortent, ils n'ont peut-être pas envie d'entendre nos problèmes de santé féminine. Mais voilà, c'est surtout, je pense, l'aspect physique qui démontre qu'on rentre en ménopause. Donc cette perte de taille, cette prise de poids où on devient un peu comme un poteau, quoi. Voilà. Merci. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai vécue. Je vais à la gym juste après. Oui, on va tous à la gym juste après. Et souvent les médecins disent, voilà, vous devez changer votre comportement dans votre vie, c'est-à-dire manger moins et faire plus de sport. Et à ce moment-là, on fait le contraire. On fait moins de sport parce qu'on est fatigué et on mange plus parce qu'on ne fait rien d'autre. Enfin, on fait rien d'autre. Je veux dire, on a du temps pour manger à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est difficile de réadapter sa vie. Et dans le milieu professionnel, je vais vous dire une chose, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec les responsables de mon ancienne entreprise, on ne tient pas compte du vieillissement de la population dans les entreprises. Donc on ne tient pas compte des difficultés, pas que de la ménopause, mais de symptômes autres, donc articulaires, ostéomusculaires et tout ça, qui sont peut-être dus justement à la ménopause, tout à fait. Et voilà, au dessèchement de la peau. Donc quand vous êtes dans des milieux où on met de la clim, vous avez une peau qui devient tout crocodile, enfin voilà. Et c'est vrai que la prise hormonale fait beaucoup pour qu'on maintienne un peu ce semblant de bien-être au niveau corporel, quoi. Voilà, ça c'est mon expérience. Je vous remercie.
Merci pour ce partage. Est-ce qu'on a d'autres questions? Venez vous installer. Venez vous installer. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? Et moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire ma maman Mimi. Donc, je pense qu'en effet, plus globalement, en fait, et c'est aussi pour ce que tu disais tout à l'heure, Nassima, sur performer comme un homme, chacune fait comme elle veut. Mais je pense qu'il y a quelque chose de toute façon de plus global sur on engage des personnes à un certain âge. On va leur permettre d'évoluer ou de pas d'évoluer dans leur carrière, mais effectivement, il y a cette impensée sociale globale qui est qu'un jour ou l'autre, oui, on va tous vieillir et on va tous et toutes mourir. Voilà. Pour finir sur une note positive. Voilà. Mais ça, l'entreprise, à la limite, elle s'en fout, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. C'est après l'âge de la retraite. C'est ça, c'était plus notre problème. Bonjour. Moi, un homme. Oh. Yeah. Mais il a les cheveux longs, alors il compte qu'à moitié. Il compte qu'à moitié. Moi, plus qu'une question aussi, c'est plutôt une remarque, une réaction par rapport au podcast. Merci de tous ces partages, de toute cette réflexion et de tout ce festival, etc. Je vais arrêter les merci. Il y a un moment donné, tu parlais du fait que les médecins devraient avoir la conscience professionnelle, de s'occuper, s'intéresser plus, etc. Et plus que, pour moi, remettre la responsabilité sur l'individu. Moi, je suis un grand fan de systémie. Pareil. Et voilà. On va discuter après. Mais on va parler. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, la manière dont on sélectionne les médecins, c'est pas sur leur capacité d'empathie ou leur capacité intelligence intra ou interpersonnelle. C'est sur le fait d'être capable d'apprendre des choses et de les recracher. Donc, pour moi, du coup, c'est un problème de la manière dont on éduque les médecins. Et aujourd'hui, ça a ses côtés négatifs et positifs aussi, mais il y a les intelligences artificielles qui font ça très bien, de recracher la matière, la grosse masse d'informations où avant et pendant des milliers et des milliers d'années, on n'avait pas accès à ça dans l'humanité. Aujourd'hui, c'est très facile. Et sûrement qu'on pourrait du coup plus utiliser l'IA pour ressortir des diagnostics et des pronostics, parce que lui, dans toute sa bande de données, il peut savoir et donner la liste. Et du coup, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau humain qui dit c'est peut-être plus ça ou plus ça. Lui, la machine, elle va faire le tri et avoir un humain qui est plus là pour être en lien, en connexion, créer justement quelque chose d'entité, une entité un peu ouverte et entière. Mais il y a aussi ce côté où dans la société occidentale qu'on a, c'est le chemin qu'a pris la science en général et la médecine en partie de segmenter les choses et de voir les choses comme, je ne sais plus comment ça s'appelle. En silo. Comment ? Oui, en silo. En silo, ouais. Plutôt que l'homéostasie, non pas l'homéostasie, holistique. Voilà, L'holistique, c'est plutôt conserver l'environnement. Ouais. Mais on n'a pas trop, on a perdu l'approche holistique. On a perdu l'approche holistique. Et moi, c'est là que je vois, et les échos que ça me fait, c'est que dans l'Orient, il y en a un petit peu plus, mais en Occident, on a pas mal perdu l'approche holistique, et du coup, on est décomposé alors que les choses sont en lien, alors que les choses sont interdépendantes, en fait. On est interdépendants et on essaye de nous faire croire au mythe de l'individu. Et tout à l'heure, on parlait de méritocratie et du fait de se faire soi-même dans la vie. Mais on fera... Alors, l'IA, j'ai tellement de choses à dire. À commencer par dire que l'IA, elle se nourrit de ce qui existe dans la réalité, d'accord ? Et ce qui existe dans la réalité, c'est un système de soins, et notamment en Occident, qui est organisé en silo, et surtout qui est non bénéficiaire aux femmes. C'est-à-dire qu'on a un système de soins... On nous fait croire que la médecine, c'est quelque chose de neutre, de scientifique et d'égal, et notamment en France, parce que je suis française, alors que pas du tout. La médecine, elle est basée sur la physiologie et la physionomie des hommes, des premières souris qu'on recrute, qu'on recrute, pauvres souris, oui. C'est pas une annonce, mais voilà, les premières souris qu'on utilise qui sont masculines, jusque les tests sur les humains. Ce qui fait que les femmes, quand on va chez notre médecin pour dire tel médicament ça me va pas, j'ai tel effet secondaire, j'ai machin, on te dit prends un Xanax, ou c'est dans ta tête, ou il faut arrêter de chouiner. Alors qu'en fait, dès le départ, on part déjà sur une base qui est fausse. Et donc du coup, moi, l'IA, j'en ai parlé dans un congrès avec des pharmaciens. L'IA, je trouve ça top pour beaucoup de choses, mais je trouve qu'une fois de plus, la façon un peu patriarcale de s'en servir, quand je vois que l'IA, elle sert à diagnostiquer, alors qu'en fait, non, l'IA, elle devrait te permettre de dégager du temps pour que toi, tu passes plus de temps avec tes patientes et tes patients pour pouvoir les diagnostiquer. Parce que l'IA, elle est aussi biaisée, et je le dis aussi en tant que femme noire, et on voit que sur un sample de 700 000 radios des poumons aux États-Unis, en fait, l'IA, elle
elle diagnostiquait bien les hommes blancs, et ça c'est normal, c'est là-dessus que la médecine est basée. Mais quand tu es une femme afro-américaine ou une femme hispano-américaine, parce que aussi aux États-Unis, hein, si jamais tu es autre chose que blanc, tu es forcément américain quelque chose. Bref, je digresse. Et donc là, elle reconnaissait pas les maladies graves et notamment les cancers. Et donc du coup, moi, l'IA, ce qui me fait peur, c'est que déjà cette inégalité, on est en train de la coder dans le futur, alors que l'IA, t'es comme, mais fieux, l'IA, ça devrait nous permettre en tant qu'être humain de nous dégager du temps. Moi, les IA qui font des dessins, bref. Moi, je veux que l'IA, elle fasse la vaisselle. Je veux que l'IA, elle fasse le ménage. Je veux que l'IA... Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que l'IA, elle fasse des poèmes. Ou qu'elle fasse des œuvres d'art. T'es comme, quel est le gars qui délire? Parce que ce gars-là, je te dis, toi, t'as jamais passé l'aspirateur de ta vie. On arrive à la fin de cet épisode. On arrive à la fin de cet épisode. Fallait pas la lancer sur l'IA. Non, mais on va parler après. On va parler. Il y a tellement d'idées d'épisodes qui vont venir. Et vraiment, merci pour ton intervention. On arrive à la fin de cet épisode. Et donc, j'aimerais vous demander, comme dans chaque épisode, eh bien, de finir la phrase. Je pensais que j'étais la seule. Je pensais que j'étais la seule à avoir un corps qui avait 80 ans quand moi j'en avais 46. Oh, chérie, mon Dieu. Moi, j'ai une dame de 86 ans qui vit dans mon corps. Carrément. Ah, tellement. Oh, on en parlera. Épisode 1, pour les personnes qui n'ont pas encore écouté le podcast. Épisode 1 de Je pensais que j'étais la seule. Merci, Nina. Nassima, je pensais que j'étais la seule. Mais j'étais perdue, en fait. Je me suis retrouvée une fois que j'ai pu entendre les témoignages et reconstruire les petits morceaux, le silo, je me suis retrouvée, oui. Vous avez un petit peu commencé à y répondre tout à l'heure, mais si vous aviez un mot, une parole à soit la vous de l'époque, soit une personne qui est en train de passer à travers ça aujourd'hui, ou pour les générations futures, du coup moi, mon conseil serait de ne pas s'arrêter à ce que vous entendez, et d'aller vraiment plus loin et questionner, changer de docteur, changer, questionner jusqu'au moment où vous avez trouvé quelque chose qui résonne en vous et qui est aligné à vous, quoi. Faites-vous confiance, carrément. Nassima? Oui, j'avais dit effectivement changer, oser parler, oser parler. Et puis j'avais pensé à... Moi, c'était... T'es pas tout seul. Allez, Jeff, t'es pas tout seul. Voilà, c'est juste ça, en fait. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Non, mais prenez votre temps. Je prends une photo du public. Et quoi, nous, on doit se souhaiter? Se souhaiter pour nous. Qu'est-ce que nous, on peut vous souhaiter à vous pour la suite? Écoute, voilà, moi, c'est ce que j'aimerais, parce que bon, je donne des ateliers sur la ménopause, justement pour les femmes, la périménopause ouverte aux femmes de 40 ans, où j'amène justement la science orientale, l'Ayurveda, la naturopathie, la nutrition, bref, plein d'autres choses, pour justement offrir aux femmes belges plus d'options que ceux qu'on donne dans la médecine traditionnelle. Donc voilà, c'est de spread the word, c'est de partager. Merci. Voilà. Mais on mettra tes réseaux dans la description de l'épisode. Shift to Light, shift2light.com. Nassima, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup. Honnêtement, que ça passe tranquillement, comme pour l'instant. Et puis que j'apprenne aussi, que je m'éduque, que je continue à partager l'expérience et tout, en fait. C'est déjà pas mal. Oui. J'aime beaucoup, Nina, ce que tu as dit sur la médecine orientale et pas autre chose. Parce qu'il y a des systèmes de médecine qui sont millénaires. N'oublions pas que la médecine occidentale telle qu'on la connaît, c'est post-seconde guerre mondiale. Il faut aussi remettre les choses... Tellement de choses à dire dans ce podcast, tellement de choses à dire dans ce podcast. Et donc, voilà, vraiment, merci à vous deux. Merci d'être venus partager ça en toute authenticité, en toute force que vous êtes. Je pense que c'est important de faire tomber ces tabous. Et en effet, la ménopause, en vrai, et là-dessus, je vais être un petit peu plus... gentille, avec le corps médical, dans le sens de, en effet, c'est pas une maladie. Techniquement, c'est pas une maladie. Ah non, c'est pas une maladie. Toutefois, ça touche le corps humain, le corps de 50% de la population. Et si jamais
ton truc, c'est quand même d'aider les gens à aller bien. Que tu aies un petit peu plus que 3 heures dessus pendant ton cursus médical, je pense que ça vaut le coup quand même de te poser une question et de t'éduquer par toi-même. Parce qu'une fois de plus, moi je comprends, tu fais des études qui sont très longues et à l'école, tu n'apprends que ce qu'on t'enseigne. Mais tu as aussi le droit d'être une personne indépendante et de te dire que tu vas te former. Moi, je ne dis ça. Je ne dis rien. Après, moi j'ai une passion pour l'école. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce podcast avec nous aujourd'hui. Et wow. C'est pas grave. Et merci au public ici présent. Et merci à toi qui nous écoutes sur ta plateforme habituelle. Ensemble, on est là pour réhumaniser les parcours des femmes dans leur santé, les soutenir, parce qu'on ne veut plus se laisser réduire à de simples numéros et on ne veut plus se laisser réduire à de simples morceaux de corps. Et je pensais que j'étais la seule, c'est pour ça que vraiment je suis contente de faire ça en public. On dit que parler, c'est agir, qu'agir, c'est commencer à guérir, et qu'ensemble, on est plus fortes. Merci beaucoup. Oh my God. Un peu de ventilo là. On peut. Merci beaucoup. Merci. Merci, Michel.